Bonjour et bienvenue sur la chaîne Réflexion Santé et Naturopathie avec Jean-Brice Tivan. Aujourd'hui, une interview pour vous aider à comprendre comment on peut mêler alimentation cétogène et exercice de longue durée, d'endurance, voire à des intensités élevées. Alors, je suis désolé pour le son. L'interview a eu lieu entre la métropole et la Guadeloupe et le retour était pas bon, le micro était pas bon du côté de Guillaume, de l'interviewé. Et malgré tout, j'ai maintenu cette vidéo car je ne peux pas la refaire et les contenus qui sont devant sont quand même sympas et pourront apporter énormément de connaissances à certains. Voilà, donc l'interview est audible, la qualité est mauvaise, veuillez m'en excuser. Donc, l'interview concerne donc Guillaume Culioli, qui est un trailer. Alors, c'est d'abord mon beau-frère, hein, je le connais bien, et il s'est mis au cétogène depuis quelques années, et je vais faire des portraits concernant le cétogène dans les prochains temps, puisque vous savez que je partage cette expérience avec certains d'entre vous, d'autres qui ne connaissent pas, et vont le découvrir à travers peut-être ces interviews. Donc, 4 mois que je suis en cétogène, et donc je vais chercher à obtenir le plus d'informations possible auprès de personnes qui le vivent depuis plus longtemps, ou comme moi récemment. Guillaume est un trailer minimaliste, il fait des efforts donc de longue durée, voire de très longue durée prochainement, en courant pieds nus. Il va partager donc son expérience qu'il a déjà partagée sur la chaîne Eat Fat to Be Fit avec Ulrich Génisson. Je vous recommande donc cette chaîne pour aller voir d'autres expériences et d'autres témoignages de personnes qui font du cétogène. Mais je ne veux pas une interview redite, bien qu'il va être obligé de reparler un petit peu de son histoire, comment il est venu au cétogène et ce qu'il met en place, mais surtout de voir comment il réagit dans ses entraînements de plus ou moins grande intensité en alimentation cétogène. Donc il va nous parler de son régime alimentaire, de sa pratique sportive, de sa complémentation éventuelle et de sa philosophie et de son approche. Voilà, donc on va le laisser se présenter et nous expliquer comment il en est venu au cétogène. Yes, donc moi c'est Guillaume, j'ai 42 ans, ça fait 17 ans maintenant, 18 ans que je vis en Guadeloupe et je me suis lancé dans le cétogène parce que j'avais des problématiques intestinales alors j'ai jamais eu de diagnostic officiel, mais qui s'apparenteraient à des intestins irritables, ce genre de choses. Et jusqu'à un certain moment où en fait c'était plus tenable, c'est-à-dire que je me vidais, j'avais donc des grosses pertes d'énergie avec, j'avais beau essayer de manger, de faire du dissocié, d'essayer différents types d'alimentation, aussi bien manger moins de viande, moins de poisson, plus de types de légumes, en, en essayant d'identifier les légumes qui m'activaient l'irritation. Et en fait, ça ne changeait pas grand-chose au final. Et plus alors, tes auditeurs le savent bien, plus les effets stressants du quotidien qui rajoutaient à l'irritation. Et voilà, j'étais rentré dans une espèce de cercle pas vertueux du tout, où la fatigue s'installant, mentalement, c'était difficilement supportable. Donc voilà, il y avait une espèce de cercle vicieux là-dedans. Et entre-temps, tu es venu en Guadeloupe et tu nous as présenté le cétogène. Et un premier copain a testé ça, lui qui a toujours d'ailleurs une pathologie de spondylarthrite ankylosante. Il en a ressenti directement énormément de bienfaits, surtout sur la sensation de ses douleurs, le ressenti des douleurs qui est passé qui a été réduit de 80%. J'ai pris un peu plus de temps à me lancer. Et quand je me suis lancé, les effets au niveau de mes intestins n'ont pas été immédiats. Ça a pris du temps. Encore aujourd'hui, 5 ans après, ça reste fluctuant, je dirais. Je pense parce que j'ai eu une irritation depuis de très très nombreuses années. Donc voilà, le temps que les tissus se réparent et tout ça, Alors, c'est long. tu es passé de quel type d'alimentation à quoi comme cétogène? Alors, une alimentation plutôt végétale, même si je n'ai jamais été totalement végétarien. C'est juste qu'à une époque, je mangeais, alors on va dire, une fois par semaine du poisson et très peu de viande, en revanche. Donc, plutôt des légumes locaux de Guadeloupe, qu'on retrouve aussi en métropole, style aubergines, les tomates, salades, tout ce qui est choux,
mais plutôt alors, un mélange de cru et de cuit. Céréales et légumineuses aussi? Voilà, exactement. Céréales, légumineuses, une alimentation classique. Voilà. Et ensuite, le cétogène. Alors, je me suis beaucoup testé. Encore aujourd'hui, je teste pas mal de choses. Le cétogène que j'ai mis en place au départ, on va dire que j'ai principalement supprimé tout ce qui était à base de farine, de glucides, de base, en conservant un apport principal de légumes verts, ce genre de choses, en y rajoutant du gras. Donc, principalement, le gras, c'était plus de crème de coco, lait de coco, crème fraîche, mascarpone, du fromage. J'ai toujours mangé du fromage à pâte dure et du beurre aussi. Viande et poissons, je suppose? Et petit à petit, voilà, j'ai commencé à rajouter de plus en plus de viande. Le poisson, ben, c'était le poisson d'ici. Alors, le souci, c'est que le poisson aux Antilles, il n'est pas gras. Je l'ai monté avec produits gras. Aujourd'hui, de plus en plus de produits carnés. D'accord. Et si aujourd'hui tu devais faire un bilan de ton assiette sur un repas ou sur la journée, tu es à combien à peu près de pourcentage de gras, de protéines et encore de végétaux? Alors, ça, comme je disais, ça change régulièrement parce que je remets toujours un peu en questionnement ce que je fais et aussi par rapport à mon activité physique qui a tendance, selon le moment de l'année, à monter en intensité. Et là, depuis une quinzaine de jours, je suis vraiment passé à manger beaucoup plus de viande. C'est-à-dire que ça va être le pourcentage principal dans mon assiette. Donc, soit une viande, soit un poisson, mais c'est plutôt de la viande en ce moment, viande de bœuf. J'essaye de sélectionner la plus grasse possible en y rajoutant du beurre, de la crème fraîche aussi. Alors, je suis sur du jeûne intermittent, donc je ne mange pas le matin. Je mange à midi, enfin, entre midi et 14 heures. Là, en général, le midi, je me fais plutôt quelque chose de très protéiné. Donc, une viande avec 2-3 œufs au plat. Je rajoute de l'emmental râpé et en dessert, du mascarpone mélangé avec de la poudre de chocolat à 100%, de la purée d'amande aussi. Donc, c'est c'est quelque chose que j'aime au goût. Et le soir, je vais plutôt rajouter un petit peu de glucides parce que ça pousse dans mon jardin. Donc, alors, de la salade, même si ce n'est pas riche en glucides, mais ce qu'on appelle ici du giromont, ça fait partie de la famille des potirons. Une courge, alors, je vais en manger entre 100 et 150 grammes le soir, donc ce qui n'est pas énorme par rapport à l'activité physique que j'ai dans ma journée. Voilà, Est-ce que tu as eu une évolution sur ton intestin ces derniers temps? Oui, le fait vraiment de manger beaucoup plus de produits carnés, ça a complètement changé ma digestion. Je digère beaucoup mieux. Quand je vais à la selle, je retrouve des selles normées, on va dire. Même avec 5 ans de cétogène derrière, j'ai identifié que pour moi, en tout cas, les légumes, si je me fais un plat principal de légumes, en fait, que ce soit cru ou cuit, je les digère plus, quoi. Alors, en fait, on s'aperçoit que les gens qui évoluent en cétogène, et c'est aussi mon cas en ce moment, on va de plus en plus vers du carnivore, c'est-à-dire qu'on réduit la part encore des légumes, et on s'aperçoit que les légumes, effectivement, je ne parle même pas des céréales ou autre chose, je parle vraiment des légumes en eux-mêmes, par l'apport de fibres, de lectine, d'oxalate, parfois de choses comme ça, d'antinutriments. On s'aperçoit qu'ils sont relativement agressifs pour certains intestins. Alors bien sûr, c'est en fonction des personnes, et on s'aperçoit qu'on n'en a pas besoin en fait. Et puis on trouve tout dans la viande, le poisson, les œufs, voilà, etc. Mais non, il y a aussi d'autres choses, peut-être un petit peu pro-inflammatoires, je sais pas, dans ton alimentation. Il y a encore les purées d'oléagineux, et puis tu as encore un peu de fromage qui sont un peu décriés par leur caséine, etc. Mais bon, il faut relativiser aussi un petit peu. Voilà. Et si tu arrives à trouver un équilibre et que ça ne te prend pas d'énergie pour courir, il n'y a pas de souci. C'est déjà bien comme évolution, je trouve. Tu te sens mieux, je pense, dans tes efforts et tout ça, peut-être. Oui. C'était tellement. J'étais arrivé à un tel point à une époque de malaise digestif et intestinal que aujourd'hui, de toute manière, même si je tâtonne encore, et ça, de toute manière, comme tu l'as déjà expliqué dans une vidéo, au fil qu'on avance dans notre âge, notre alimentation est vouée à changer par rapport à l'activité qu'on va avoir ou autre. Et du coup, aujourd'hui, j'en suis là. Dans 15 jours, 3 semaines, j'aurai
j'aurais effectué un grand challenge en Guadeloupe. Donc, je serai plutôt sur une phase de repos. Donc, je pense que mon alimentation sera vouée à changer aussi. Et voilà. Et après, là, cet été, je vais partir 3 mois sur les routes en vélo. On va y venir. J'aimerais que tu me décrives le type d'effort que tu fais maintenant, parce que tu es un trailer, le type d'entraînement intense, parce que tu sais, quand on parle de cétogène, on dit que c'est très bien pour les sports d'endurance. On passe en métabolisme, non pas glucidique, mais on va vers un métabolisme basé sur les graisses, où on va devenir un bon brûleur de graisse, donc on va tenir très longtemps. Mais est-ce que sur les phases de haute intensité, que ce soit dans tes entraînements ou dans tes courses en compétition, où il y a un col à monter à une certaine vitesse, où il y a une accélération à produire à un moment donné, alors bien qu'elle n'est pas énormément quand on fait de longues distances, tu vas nous décrire tout ça. Donc j'aimerais que tu nous expliques un petit peu l'impact que peut avoir ton alimentation sur à la fois tes performances, savoir comment tu te débrouilles pour tenir sans manger, puisque par rapport à ceux qui font du trail en mode glucidique, tu es capable de faire des efforts de longue durée sans t'alimenter. Tu vas nous décrire un petit peu ça dans ton petite traversée de la Corse. Et puis, finir par nous dire si tu te complémentes un petit peu, si tu prends du potassium, des électrolytes, du magnésium, de l'huile de coco, enfin de l'eau de coco, des choses comme ça. Quels sont pour toi tes petits compléments alimentaires? Alors, au niveau des entraînements, j'essaie d'avoir en moyenne, c'est 4 à 5 entraînements par semaine qui vont durer entre 1h30 à 3 heures. Et dedans, il y a aussi ce qu'on appelle des sorties longues, c'est-à-dire qu'on part à la journée. En général, c'est plutôt en mode balade. Et donc, moi, je fais mes entraînements idéalement le matin, donc à jeun, pour différentes raisons. Tout simplement parce que si je ne le fais pas le matin, je vais avoir du mal à le faire le soir. De plus, comme je suis à jeun, je trouve plus facile de se lancer à faire que ce soit une activité d'endurance ou même du renforcement musculaire, le ventre vide. C'est quand même plus agréable. Et aussi, toujours dans cette optique aussi, d'être en cétose, de pouvoir venir activer les fonctions brûleurs de gras, on va dire. Par la suite aussi, pouvoir me faire des challenges en autonomie alimentaire. Voilà. Alors, je voulais juste apporter une petite précision sur ce que vient de dire Guillaume, sur la notion de faire du jeûne intermittent plutôt le matin par rapport au soir. C'était décrié de faire du jeûne intermittent le matin plutôt que le soir. On nous explique qu'on est des êtres diurnes, qu'on est fait pour manger, s'alimenter, vivre le jour et dormir et bien digérer la nuit. Alors, ça peut paraître vrai comme ça, mais en réalité, le matin, on est bourré de cortisol. Et le cortisol, c'est une hormone qui nous met en stress, en action, qui fait qu'on est porté vers l'action pour aller à la chasse, chez nos ancêtres, et effectivement c'est le jour qu'on est actif, mais ce cortisol il a comme effet de dériver l'énergie vers le cerveau et vers les muscles pour nous rendre efficaces lors de la chasse. Ce que je voulais dire, c'est qu'il est beaucoup plus simple de ne pas digérer quand on est actif physiquement, puisque l'énergie va dans nos muscles et va pas aller dans notre système digestif. Donc si on veut faire de l'activité le matin en imprégnation de cortisol, il vaut mieux qu'on ait rien sur le ventre, rien dans la digestion, et même une viande, même quelque chose qui est rapide à digérer. Il faut bien 2 heures pour cela, et pendant ces 2 heures-là, on ne peut pas faire d'activité en même temps. Donc si on veut faire des efforts de longue durée, 2-3 heures d'activité le matin, on ne peut pas digérer en même temps, et donc je suis partisan à ce moment-là d'un jeûne intermittent plutôt le matin, mais pour quelqu'un qui ne serait pas sportif, bien sûr, un jeûne le soir est tout aussi valable, bien que le soir on soit aussi très apte à bien digérer, si c'est assez éloigné de le moment d'endormissement bien sûr, mais normalement quand on est en cétogène, on digère très bien et très vite. Donc même 2 heures avant de s'endormir, s'alimenter n'est pas un problème. Alors je vais redonner la parole à Guillaume et juste avant je lui ai posé la question par rapport à ses entraînements. Il est parfois difficile en cétogène de répéter des efforts à grande intensité. Je voulais savoir juste comment il avait vécu ces types d'entraînement où il était dans une bonne intensité. En fait, toute la période qui correspond pour vous à l'hiver, donc fin novembre jusqu'à fin janvier à peu près. Alors, je suis coaché par Stéphane Brognard que tu avais interviewé. Donc, lui, qui est coach de trail et ultra-endurance. Et donc, pendant cette période, il nous fait faire ce qu'on appelle de la PPG, le renforcement musculaire, tout simplement.
Et alors, avec lui, on ne fait pas du HIIT, on ne fait pas du Tabata, ce genre de choses. On fait des répétitions de mouvements. En général, c'est 6-8 mouvements pendant 1 heure à 2 heures, avec de la corde à sauter là-dedans. C'est-à-dire que donc c'est des séries de mouvements différents et on doit les enchaîner jusqu'à ce qu'on n'en puisse plus. D'accord, donc c'est à une intensité de quel niveau? Excuse-moi, ça dure combien de temps d'effort, tes séries? Ah, ben on enchaîne, il n'y a pas de pause en fait. D'accord, donc tu restes dans une filière aérobie, alors, mais pas dans une filière anaérobie lactique, où tu fais des sprints, tu t'arrêtes, des sprints, tu t'arrêtes. Là, on est vraiment sur du renforcement physique, c'est-à-dire on va faire des fentes, on va faire des squats sautés, on va faire des pompes, des burpees, ce genre de choses. Chercher cet essoufflement, chercher le dernier mouvement qu'on ne puisse plus faire. D'accord, la congestion musculaire, ça brûle dans le muscle, d'accord, ouais. Donc parce que tu mets de l'intensité et que l'effort dure longtemps. C'est ça. On est sur quelque chose d'intermédiaire, on pourrait appeler une anaérobie, donc lactique, puisque les efforts durent plus de 2-3 minutes, et quand même avec une bonne intensité. Et tu as des temps de pause quand même ou pas? Les temps de pause, on va appeler ça de la corde à sauter. D'accord, donc tu te mets dans une récup active, même très active. Tout ça, ça t'amène, donc tu tiens le coup, tu arrives à tenir 2 heures, je pense que tu finis, tu es en sueur, le lendemain tu as des courbatures de fou. Alors, oui, je vais arriver à tenir. Encore une fois, ça va tout dépendre de plein d'autres facteurs, de la nuit que j'aurai passée, l'état émotionnel, tout ça. À la fin, l'idée, c'est ça, c'est vraiment d'être rincé. Je n'ai pas forcément de courbatures le lendemain. Voilà, exactement. Il y a l'habitude de l'effort, il y a le cétogène aussi. Ça, j'en suis de plus en plus persuadé. Et je pense qu'on en parlera par rapport à ce que j'ai fait en Corse et à ce que j'ai pu ressentir après mon défi en Corse surtout. Tu veux dire que la récupération est meilleure, qu'il y a une reconstruction musculaire qui n'est pas douloureuse, une phase inflammatoire qu'on appelle courbature qui est moins douloureuse. Et qui n'est pas là en fait. À part si je dois faire un mouvement que je n'ai pas l'habitude de faire. Moi, j'ai pas pris pour habitude de monitorer mon alimentation cétogène. Je suis beaucoup au feeling. Je l'ai fait au début pour voir si j'avais les taux de cétone qui augmentaient, ce genre de choses. Tu étais à combien? Dans mon souvenir, je ne suis jamais arrivé à plus de 0,8, je crois. Ouais, tu es au début. C'est pas un vrai état de cétose, on va dire, curatif. Tu n'as pas de pathologie particulière, mais tu es quand même en cétose. Tu peux nous décrire maintenant, on va dire, ce que tu as fait en Corse. C'est un exemple de tes, entre guillemets, exploits. Alors, ce n'en est pas un par rapport à la durée, parce que 60 et quelques kilomètres, il y en a plein qui font ça dans le trail, en glucidique, il n'y a pas de souci. Mais la différence, c'est que toi, tu l'as fait dans des conditions particulières. Tu peux nous détailler ça? Alors, ça faisait partie du défi, comme tu le dis. Moi, ce n'était pas tant la distance que je mettais à l'épreuve, c'était les conditions autour dans lesquelles je me lançais. C'est-à-dire que je suis parti donc, un matin à 5 heures du matin, à jeun de la veille au soir, donc toujours sur une base alimentaire cétogène, et je suis parti juste avec de l'eau. Je suis parti, alors j'ai bu un café avant de partir, café sans sucre forcément, sans crème dans mon café, vraiment un café noir. Et je suis parti pour 11h30 de course, donc dans les montagnes en Corse, tout seul, sur un rythme tranquille et sans ravitaillement, à part de l'eau et un café au milieu aussi. Il faut préciser que tu étais pieds nus, il faut préciser quand même. Oui, oui. Alors pourquoi pieds nus? Alors le pied nu, parce que depuis petit, j'ai pris pour habitude de marcher pieds nus et je ne supporte pas aussi les chaussures. Voilà, c'est un argument assez fort. Je me souviens quand avec mes parents, je partais au ski ou faire du snow, ce genre de choses. Dès que je portais les chaussures en randonnée, en fait, le lendemain matin, j'avais des douleurs assez atroces en fait sous les pieds et au niveau des tendons d'Achille. Ça a toujours été. J'ai une tendance à avoir les pieds plats, donc je pense que ça ne favorise pas. Ce qui fait certainement que j'ai des douleurs avec des chaussures qui ne sont pas adaptées. J'ai essayé d'avoir des semelles, orthopédiques, ça n'a rien arrangé. Donc voilà, le pied nu s'est présenté de lui-même. C'est mon mode de vie. Tu as dû réapprendre à courir? Tu as dû apprendre à courir? Les particularités avec la course,
c'est que avant d'être en cétogène, je ne courais pas, je m'y suis mis en étant en cétose. Et du coup, pour la course pieds nus, jamais vraiment couru, jamais fait de très longues distances avec des chaussures en courant, parce que de fait, à chaque fois, j'avais des douleurs le lendemain. Donc forcément, ça freinait ma progression. J'ai quand même mis en place des adaptations dans mes entraînements en faisant beaucoup de cordes à sauter. Qui va renforcer le mollet. Hein. Première adaptation, c'est quand même le mollet et la cheville, parce que c'est très douloureux au début quand on apprend à courir, à marcher pieds nus. Hein. Il y a un effort supplémentaire et différent du mollet. Et puis après, tu t'es habitué, je pense, pour la corne, développer une peau plus épaisse, plus résistante. Et ça vient aussi avec l'entraînement. Et la corde à sauter aussi a renforcé l'arche du pied. C'est-à-dire que j'ai pu constater que l'arche, c'est légèrement, alors c'est pas énorme, c'est pas plusieurs centimètres, qu'elle s'est légèrement courbée. Toutes les articulations qu'il y a dans le pied, il y en a quand même beaucoup. Les sections ligamentaires et tout ça se sont renforcées. C'est ce qui étonne toujours les gens quand on me demande de montrer mes pieds. J'ai pas une corne super épaisse sous le pied. En revanche, elle fait jamais plus d'1 millimètre de toute façon. Voilà, j'ai une peau beaucoup plus résistante, je pense. D'ailleurs, quand je me fais masser ou quoi que ce soit, la personne qui a l'habitude de me masser me dit, mais en fait, j'arrête de te masser sous les pieds parce que j'ai beau appuyer fortement, ça ne te fait rien. C'est-à-dire que, voilà, il y a une certaine musculature qui s'est mise aussi sous le... Moi, je marche pieds nus depuis toujours, je cours aussi pieds nus, je marche de longues distances que toi, mais en fait, moi, j'ai une grande sensibilité, j'adore qu'on me masse les pieds. Tu sens quand même quelque chose, ton pied il est sensible. Je le sens dans le ressenti de la personne, de la masseuse, elle me dit, mais là, en fait, j'appuie comme une malade, et moi, j'ai l'impression qu'en fait, elle appuie à peine, quoi. D'accord, ok, mais sur le toucher, le pied garde une grande sensibilité en marchant. Oui, complètement. Alors, comment ça s'est passé? 11 heures de course, sans manger? En eau, je crois que j'ai eu 2 fois 4 litres. Je suis parti avec 4 litres et j'ai eu un ravitaillement au bout de 5 heures où j'ai rempli, donc 4 litres à nouveau. Même si sur la première section, j'ai bu que 2 litres. Parce que voilà, 5 heures du matin, le temps était bien couvert, donc je n'ai pas souffert de la chaleur, c'était début mai. Donc encore, s'il fait encore frais. Et au niveau de tes ressentis, au niveau de la faim? Au niveau de la faim, étonnamment, dès que je suis parti, à 5 heures du matin, à 5h15, j'ai eu envie de manger, alors que je ne mange pas le matin ni rien. Ça a duré 5 minutes. Ouais. Et à nouveau, à midi. Mais je pense que c'est plus le rappel que comme j'ai l'habitude de manger à midi. Et puis si ça passe au bout de quelques minutes, c'est que ce n'est pas une faim physiologique. Et en effet, au bout de 5 minutes, c'était passé. Donc, pas du tout souffert de la faim. Pas de coups bas, d'hypoglycémie, de choses comme ça? Non. Lassitude, au bout d'un moment, parce que c'est long, et qu'à un moment donné, j'étais sur une petite route de forêt. Savoir qu'en Corse, les forêts, c'est du granit. Elles sont faites avec du granit. Donc, au bout d'un moment, ça use les pieds. Donc, c'est plus une lassitude au niveau de c'était dur. Ouais. Même à la fin, les 5 derniers kilomètres, voilà, c'est ma famille qui faisait mes ravitaillements. Et comme j'avais pris un peu de retard, j'ai voulu accélérer. Et sur la dernière partie, c'était une bonne grosse montée à bien 20%, je pense, qui a duré longtemps. Et j'ai pu accélérer étonnamment. Ça m'a étonné que je puisse accélérer autant comme si je venais de démarrer, en fait. Donc, ça veut dire que tes réserves de glycogène qui permettent de donner un petit coup de boost pendant un effort de longue durée n'étaient pas encore épuisées. Et c'est ce que l'on constate avec les coureurs en cétogène. Réserve de glycogène reste disponible très, très, très longtemps. Elle ne s'épuise quasiment. Et quand on en a besoin pour faire l'action, au bout de 8, 9 heures, 10 heures de course, elles sont toujours là. À la différence des coureurs du musique, ils ne s'alimentent pas régulièrement, ils n'arrivent plus à finir les courses. Je voulais savoir, donc tu as fini ta course à un peu plus de 11 heures, tu n'étais pas fatigué plus que ça, tu n'avais pas mangé, pas de ravitaillement. Est-ce que tu as eu besoin de sels minéraux? Mais quand on transpire sur un effort qui est long, on dit toujours qu'il faut rajouter du sodium, du magnésium, du potassium. Si je ne dis pas de bêtises, j'étais parti avec une gourde avec des électrolytes exprès pour l'alimentation cétogène. Pas pour leur faire de la marque, mais c'est Olifat qui fait ça, qui propose justement des produits cétogènes pour les sportifs d'endurance. Et c'est-à-dire qu'il y a, j'ai plus la composition en tête, mais voilà, c'est du potassium, du magnésium, ce genre de choses.
Et tu vois, j'ai même pas bu l'intégralité sur tout le truc. J'ai plus la sensation qu'il y a toujours un petit goût, gingembre ou menthe ou quoi que ce soit, qui est rajouté dans le truc. Et moi, ça me met plus la pâteuse, comme on dit, qu'autre chose. Et même avec l'eau de coco, tu vois, en Guadeloupe, j'ai essayé de partir sur la longue distance avec l'eau de coco, que je coupe, parce que ça quand même, c'est un petit peu cétogène, sucré. ça l'a coupé à l'eau. Et en fait, c'est pareil, au bout d'un moment, j'ai plus l'impression que ça vient activer mon système digestif et me donner envie de boire encore plus derrière. Là, sur les 11 heures de course, à la fin, quand j'ai arrêté, on a fêté ça avec la famille, j'ai bu une petite bière de Corse. Quand même. Et là, j'ai eu faim, par contre. Là, j'ai eu faim, mais une vraie faim physiologique. C'est-à-dire que, alors, il y avait aussi le truc je me suis dit, ok, là, je viens de faire 11 heures d'effort, j'ai rien mangé, je vais boire une bière. Donc, pour absorber l'alcool qu'il y a dans la bière, j'ai besoin de manger, en fait. Ouais. En fait, dès que j'ai commencé à manger, alors du fromage, j'étais en Corse. En Corse, ouais. Et donc, du coup, là, ça arrive. Quel type d'activité tu proposes? Est-ce que tu proposes du coaching pour des sportifs qui voudraient courir en cétogène, par exemple, ou simplement courir en minimaliste? Est-ce que tu proposes un accompagnement particulier? Je propose des accompagnements en alimentation cétogène, en effet, que ce soit auprès de sportifs ou non sportifs. Et de toute manière, en général, même si c'est des non sportifs, à un moment donné, je les invite quand même à se mettre au sport. Parce que dans les processus, c'est toujours quand on s'active un peu que quand on fait rien. Est-ce que tu proposes autre chose aussi, comme de l'hormèse? Oui. Parce que je sais que tu as une philosophie de vie un petit peu globale. Ça fait partie des accompagnements en général, que je fais aussi de la préparation mentale auprès des sportifs en général. Et la pratique de l'hormèse, l'approche de l'hormèse, fait partie intégrante des formules que je propose. Donc ça va passer, alors ça dépend de ce que la personne est prête à mettre en place et de ses objectifs qu'elle veut atteindre. Et ça peut passer par ne serait-ce qu'aller marcher un petit peu pieds nus, essayer de justement faire peut-être des jeûnes intermittents, mettre en place, même si en Guadeloupe, il n'y a pas le froid comme vous pouvez avoir en métropole. Néanmoins, ici, il y a une espèce d'acclimatation que les gens ont, que ce soit des métropolitains qui viennent s'installer ou des natifs, où en fait, dès que le thermomètre est en dessous des 22 degrés, les personnes ont tendance à mettre une petite laine, mettre un pantalon, parce qu'elles sentent la fraîcheur, que retarder le moment où tu vas passer la petite laine ou quoi que ce soit, ou le matin, pareil, quand tu te lèves et qu'il y a une certaine humidité fraîche qui est là, eh bien, essayer de pallier ça, ou d'aller prendre un bain. Vous avez quand même les rivières froides. Je me suis baigné dans des bains froids. Tout à fait. Et après, alors ça, c'est un peu plus compliqué à mettre en place, mais moi, je l'ai fait pour moi, les bains glacés à la Wim Hof. Ici, dans un congélateur, on n'a pas trop le choix. Mais ne serait-ce que se mettre, plonger les mains dans une eau avec des glaçons, ce genre de choses. Des petites stimulations sympas. Et moi, là, comme je disais, j'accompagne aussi donc, des sportifs en équipe de France de tir là, sur de la préparation mentale, pour lequel, en tout cas, je lui propose aussi des exercices, des approches hormétiques pour booster son mental, en fait. Aussi bien par de la respiration, de la rétention, autre chose que des douches froides, par exemple, ou dans les rivières froides, ce genre de choses, booster le système physiologique et donc mental aussi. Alors, j'ai oublié de te demander quelque chose. J'ai oublié de te demander par rapport à tes blessures, tes inflammations, des douleurs articulaires. On parle beaucoup du cétogène, il y a beaucoup de viande, de protéines, des risques d'acidose métabolique, d'acide urique, etc. Toi, comment tu as vécu par rapport à ces douleurs inflammatoires? Est-ce que tu en as eu? Tu répètes des efforts intenses, pieds nus. Toi, au niveau récupération, inflammation articulaire et musculaire. Donc, ça fait 2 ans que je m'entraîne en trail, vraiment, réellement, avec un coach, donc avec Stéphane Brognard. Et au départ, pendant plusieurs mois, j'ai eu quand même des douleurs au niveau des tendons d'Achille, gauche et droite. Souvent, dans l'adaptation, on observe ça. ça. J'ai mis ça là-dessus. Et aussi avec peut-être un manque de cohérence de pourquoi je me lançais dans l'activité sportive. Quand Stéphane Brognard, quand il coach des athlètes, il leur fait passer un questionnaire, ils s'interrogent,
Et si la personne qui vient le voir n'a pas un objectif bien précis de réalisation, eh bien, en fait, il ne va pas les accompagner. Et c'est ce qu'on peut retrouver un peu dans le décodage biologique, c'est-à-dire que quand moi j'ai eu ces inflammations qui duraient quand même, à un moment donné, je me suis posé la question de quelle direction je donnais à toute cette activité physique que je faisais. À force de questionner, j'ai trouvé mes propres réponses. Presque du jour au lendemain, en fait, ça a disparu. Et de temps en temps, ça peut revenir quand j'ai un doute sur l'objectif que je veux atteindre, en fait. Est-ce qu'on peut dire que tu avais sinon, quelque chose à la question, ah oui, complètement. Quelque chose à prouver, me prouver à ma famille. Je suis issu d'un milieu où le sport n'est pas du tout mis en avant, plutôt l'intellect qui était préconisé. Et donc, moi, j'ai un peu pris le contre-pied, justement, de tout ça. L'année dernière, en réalisant mon défi en Corse, voilà, ça fait partie de ma terre natale parce qu'une partie de ma famille est corse. Mon père était là, donc j'avais des choses à prouver vis-à-vis de mon père, tout ça. Et je sais que ça a été réparateur, même si ça n'a rien révolutionné non plus dans ma vie. Néanmoins, il y a quelque chose à l'intérieur qui s'est apaisé, quoi. Tu as vu que tu as dit j'ai pris le contre-pied. C'est rigolo. Tu cours pieds nus. On ne fait jamais les choses par hasard. Hein. De toute façon, elles ont toujours un sens pour notre inconscient. Hein, tu le sais. Des défis à la con comme ça, franchement, parce que je dis c'est des défis à la con, ça ne sert à rien de courir pendant des heures. Hein. Il faut vraiment avoir quelque chose. Toujours une dévalorisation derrière tout sportif, il faut le savoir. Hein. Moi, le premier, souvent apaisé par ce type de défis, d'efforts. Mais bien sûr, on cherche à résoudre quelque chose à l'intérieur de nous. Et il faut aussi le voir comme ça. C'est vrai que quand c'est mal vécu, les symptômes apparaissent. Voilà. Maintenant, si tu le vis bien, apparemment, voilà, les choses se sont arrangées et tu es bien adapté. Et tu as un prochain défi. Alors, c'est quoi tes prochains objectifs? Alors, juste avant ça, pour rebondir à 2-3 trucs juste d'avant, quand j'ai fait mon défi en Corse, là, de 11 heures, le lendemain, je n'ai pas eu de douleur. Je le précise parce que pour moi, c'est important. J'avais déjà fait un trail de 50 km quelques mois auparavant, et le lendemain, j'avais fini des douleurs dans les jambes, presque à ne pas pouvoir marcher. Je n'étais pas dans un vrai céto à ce moment-là, parce que j'avais fait un séjour chez ma mère, et voilà, donc, du coup, j'avais fait pas mal d'écarts. Et là, en Corse, j'ai vraiment fait attention de rester en cétose, et le lendemain, zéro douleur dans les jambes, juste sous les pieds, parce que là, ça avait chauffé pendant 11 heures sous les pieds, donc... c'est normal. Les pieds, ce n'était pas une douleur articulaire ou musculaire. Et tu avais combien de dénivelé? Un peu plus de 3000. Dans la Caya, c'est pendant 11 heures. Prochain défi, donc c'est le tour de l'île de la Basse-Terre. La Guadeloupe est divisée en 2 îles. Et l'île de la Basse-Terre donc le tour par les chemins et les routes les plus côtières possibles. Donc c'est 150 km. Il n'y a pas beaucoup de dénivelé, c'est environ 3000 mètres de dénivelé positive. Et je table sur 24 heures avec, pareil comme en Corse, le projet, c'est de partir à jeun en cétose et en autonomie et juste avec de l'eau. Et au cas où, une barre céto dans la poche si jamais j'ai faim. Voilà, je peux voir jusqu'à quelle distance, combien d'heures je peux tenir ces projets. Voilà, alors là, ce sera un effort vraiment régulier, tranquille. Il y a pas de, je suis tout seul, donc j'ai pas de défi non plus à surmonter. Je me donne 24 heures, mais si je le fais en 26 heures, ce sera 26 heures. Si je le fais en plus, ce sera plus. En moins, tant mieux. Donc c'est quand même une autre dimension. Hein. Tu doubles la distance. Hein. Donc tu doubles l'effort, la durée. C'est encore un autre monde. Hein, là. Et principalement sur de la route, parce que voilà, le tour de l'île, c'est beaucoup de la route. Donc là, je serai chaussé en revanche. J'aurai des five fingers. La route est chaude et j'ai testé de courir sur les bas-côtés. Et en fait, il y a trop de déchets. Il y a trop de risques de me blesser. C'est super. Ben, écoute, on va en rester là pour l'instant. Je programmerai avec toi sans doute une autre vidéo. On racontera tout ça. Je pense que ça intéresse les autres, surtout les trailers, hein, les sportifs d'endurance. Des choses que tu as encore envie de partager. Les choses que j'ai envie de partager, c'est en fait d'y aller vraiment progressivement, quelle que soit
l'objectif, que ce soit passer de chaussures avec un gros drop à du minimaliste, il y a des étapes à respecter. Comme avec le cétogène, quand on est sur une alimentation riche en glucides et qu'on veut passer sur du gras, voilà, c'est d'y aller progressivement et d'apprendre à écouter son organisme, son corps. Personnellement, je sais que c'est quelque chose que j'ai facilement, cette écoute de mon organisme, et qui me donne beaucoup d'informations, contrairement à ce que des fois mon mental peut me faire croire. Aussi bien sur des états de fatigue qui peuvent être là, et ça j'ai pu le constater, c'est que des fois dans la fatigue, mon cerveau n'a pas envie d'y aller, et en fait c'est là que je vais réaliser les plus gros efforts et les plus gros challenges. Et apprendre à se connaître, quoi, apprendre à se connaître et à connaître ce corps et à le respecter, parce que c'est un peu le message que tu diffuses et que moi j'aime beaucoup aussi. On est issu de millions d'années d'évolution, et ne serait-ce que mettre ce corps en mouvement, c'est honorer en fait toute cette évolution et le comprendre comment ça fonctionne, sans revenir à des choses d'un ancien temps, hein, mais tout simplement de lui permettre de progresser plutôt que de stagner, voire de rentrer dans un schéma inverse, comme beaucoup de gens le font en prenant pas soin, en fait, tout simplement. Si vous aussi, vous voulez redevenir acteur de votre santé en maîtrisant les connaissances relatives au décodage psychobiologique des maladies, à tout ce qui touche à la naturopathie, à l'hormèse, à l'exercice physique, au mode de vie ancestral, je vous propose donc des formations que vous pouvez acheter en me contactant à jbnaturo@orange.fr. À partir de 2024, vous pourrez acheter la formation sous forme de guide audio et visuel qui vous permettra de mettre en place tout un mode de vie ancestral adapté, en passant par du régime cétogène, de l'exercice physique adapté, de l'hormèse, hydrothérapie, avec énormément de connaissances et de références sur lesquelles vous pourrez vous appuyer, et sous forme de guide, pouvoir vous accompagner tout au long de votre processus de transformation. Voilà, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Merci d'être toujours aussi nombreux et merci de m'accompagner. N'hésitez pas à mettre des commentaires. À bientôt.